Merci pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons voulu échanger avec vous à propos de la nouvelle politique de logement telle que adoptée par le Conseil des ministres de la semaine passée. On se souviendra que la problématique autour de la politique de logement s'est fait entendre dans ce pays depuis une certaine dizaine d'années. Il a fallu que le gouvernement prenne du temps pour confectionner un nouveau document tel que je viens de vous représenter, intitulé la nouvelle politique nationale de logement. Avant que je ne vous fasse le contenu de ce document, je voudrais tout d'abord rappeler que nous avons une vision des objectifs à atteindre et des indicateurs de performance associés. Il n'y a pas beaucoup, d'autant que le deuxième forum national pour le développement s'est tenu ici à Bujumbura, sous la présidence de son Excellence le chef de l'État. Et la vision 2040, où nous voulons un Burundi émergent, et la vision 2060, où nous nous sommes donné l'objectif de devenir un pays développé, exige que chaque secteur de la vie nationale puisse pondre des documents, des stratégies, des activités, des projets et programmes afin d'atteindre les objectifs fixés. Alors, pour le secteur du logement, les statistiques à notre disposition nous renseignent que à ce jour, moins de 15% de la population vivant au Burundi habite dans les villes et villages. Alors, pour être dans la catégorie des pays émergents, nous nous sommes donné l'objectif d'atteindre un taux d'urbanisation d'au moins 40%. Avec une population actuelle de 12 millions, quand nous disons que moins de 15% vit en milieu urbain, ça veut dire que nous avons moins d'1,7 million personnes qui vivent dans les villes. C'est une situation qui restreint l'accès aux services vitaux, comme l'eau, l'électricité, l'Internet, les services sociaux, les services économiques et les infrastructures associées, caractéristiques des économies émergentes. Alors, nous voulons atteindre un taux de 40%, ce qui veut dire que d'ici 16 ans, nous devons avoir au moins 5 millions de personnes vivant au Burundi qui habitent dans les villes. Ça veut dire que nous devons migrer pas moins de 3 300 000 personnes dans les villes et villages. Ce n'est pas un petit projet, parce que ça exige la construction d'au moins 530 000 nouveaux logements pendant cette période qui part de cette année jusqu'en 2040. Ça veut dire que chaque année, nous devons construire au moins 33 000 nouveaux logements. Si on n'atteint pas cet objectif, si on ne peut pas atteindre cet indicateur, ça veut dire que ça sera impossible d'atteindre la vision 2040 dans le secteur de l'habitat, dans le secteur des logements. C'est pourquoi nous devons nous y mettre. Et en tant que ministère ayant les logements dans ses attributions, nous avons justement eu l'occasion de rencontrer les parties prenantes qui sont impliquées dans ce chapitre. Et les discussions nous ont permis de préparer ce document que nous avons soumis pour approbation et adoption par le Conseil des ministres. Et chose faite, donc maintenant nous avons un document dont je voudrais vous faire le contenu dans les lignes qui suivent. D'abord, il fallait qu'on s'appesantisse sur la problématique. Parce qu'il fallait d'abord cerner quel est le vrai problème. Qu'est-ce qui a empêché ce pays d'avoir un secteur de l'habitat, un secteur du logement développé comme on le voit ailleurs. Alors,
Pour atteindre l'objectif que je viens de vous parler, l'objectif qui est coulé dans la vision 2040, nous sommes tous au courant que nous avons une problématique liée à l'exiguïté des terres, la problématique foncière. Alors, on ne pouvait pas continuer à construire en utilisant les méthodes qui ont toujours été utilisées dans ce pays. Ce n'est pas possible parce que ça va nous amener dans une situation où les terres agricoles vont s'amenuiser davantage. Et nous avons alors adopté dans la nouvelle politique l'approche de construire en hauteur. La deuxième problématique, c'est une problématique liée à l'accès au financement. Parce que construire, ça coûte. Et ça coûte même cher. Et je pense que les gens qui ont eu à construire le savent. C'est un projet qui exige la mobilisation des ressources, des fois internes et externes. C'est une transaction qui, des fois, vous fait même penser à approcher les institutions de financement. Alors, les mécanismes de financement du logement tels que nous les avons actuellement sont contraignants. Ils sont contraignants parce que nos banques appliquent des taux d'intérêt qui ne sont pas rapportés de tous, de tout le monde. Nous voulons alors avoir un système, bien sûr, qui est contrôlé par notre système bancaire, par notre banque centrale, mais un système qui offre des produits, des services financiers qui soient à la portée d'un grand nombre de demandeurs. La première des choses, c'est d'abord rendre accessible ou disponible les terrains pour la construction. Nous vivions une situation où il était quasiment intenable de construire parce que l'acquisition de parcelles commençait à inquiéter les pouvoirs publics. Quand vous êtes un pays comme le nôtre et que dans certains quartiers de la périphérie de la ville, le coût d'acquisition d'un art atteignait 25 millions, c'était inquiétant. Alors maintenant, le gouvernement va disponibiliser des espaces pour ce projet. Et là où le gouvernement n'a pas de terrain propre, on va mettre en place des mécanismes d'acquisition, de construction sur ces terrains par des conventions que nous allons avoir avec les propriétaires de ces derniers. Alors, la troisième problématique, c'est une problématique liée justement à la cohabitation en groupement, parce que nous sommes une société qui n'était pas très avancée ou très habituée à vivre ensemble, en commun. Heureusement, nous avons une génération qui voyage souvent, régulièrement dans la sous-région, dans les autres pays. Et les expériences qui ont marché ailleurs ne peuvent pas échouer chez nous parce que c'est la seule voie obligée de vivre ensemble. Il y aura des mécanismes, des règlements qui vont gouverner ces quartiers et une fois construits, qui vont justement rendre la vie en communauté facile comme il se doit. Et troisièmement, nous avons également eu à regarder ou à interroger les expériences du passé. Parce que nous l'avons vu dans certains quartiers ici, surtout à Bujumbura, il y avait eu des tentatives de construire des habitations en groupement. Mais ce sont des expériences qui n'ont pas produit des résultats escomptés parce que il manquait justement l'encadrement et les mesures de balisage. Parce qu'il faut baliser. Tu ne peux pas réussir ce programme si tu continues à offrir des parcelles individuelles. Si le gouvernement continue à fermer les yeux aux constructions anarchiques. Ce sont deux facteurs essentiels qui sont la cause, qui sont l'échec de ce projet. C'est pourquoi nous avons pris des mesures interdisant toute construction dans les zones non viabilisées, toute construction non autorisée. Nous sommes même en collaboration avec d'autres services, comme les services de la Régie des eaux et les autres, parce qu'actuellement, il sera très difficile, voire impossible, d'être raccordé sur les réseaux d'eau et d'électricité si vous n'avez pas démontré l'autorisation de bâtir. Donc, je pense que
le temps que nous avons pris à interroger les causes de l'échec de ce programme dans le passé nous ont aidés et vont nous aider à faire en sorte que cette fois-ci ce programme puisse réussir. Alors, quel est le modèle qu'on propose? C'est un modèle très simple. Et dans ce modèle, il faut voir les rôles des acteurs qui sont impliqués. Et les acteurs sont au nombre de 5. Il y a l'État, le pouvoir public. Ça, c'est le premier acteur dans ce programme. Il y a les acquéreurs, les demandeurs de ces maisons. Ils constituent un deuxième groupe d'acteurs dans ce programme. Il y a les institutions de financement, les banques, qui vont financer ce programme. On aura des droits et des obligations de chacun. Il y a en quatrième position les sociétés de construction, parce qu'il fallait rendre ce produit ou ce service accessible. Donc on va avoir à faire appel à des sociétés spécialisées de construction qui vont nous donner des garanties suffisantes pour que nous puissions avoir des maisons qui durent. Il y a en cinquième position les prestataires de services. Nous aurons à mettre un cadre légal et réglementaire qui va imposer un niveau minimum de services, d'assainissement, de propreté, de gestion, d'encadrement, de sécurité dans ces villages, dans ces nouveaux quartiers, dans ces appartements que nous voulons construire. Donc, aussi longtemps que les droits et les obligations, les responsabilités de chacun de ces 5 groupes des acteurs sont connus, donc il n'y a aucune raison que le programme puisse connaître un échec. Alors, concernant le coût varie justement en fonction des maisons que chaque acquéreur voudra prendre. Le coût dépend des paramètres essentiels. C'est d'abord le coût de l'argent, parce que l'argent va coûter. Le taux d'intérêt, ça va être combien? On a déjà commencé les discussions avec certaines banques, à commencer par la Banque centrale. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme qui ferait à ce que le coût du financement soit un coût qui soit accessible, au moins pour la majorité des demandeurs. Il y a aussi le coût d'acquisition des fournitures et matériaux de construction. Donc ce sont les deux paramètres là qui vont déterminer les coûts d'acquisition. Mais dans tous les cas, le modèle est conçu de façon que si vous terminez à payer le principal et les intérêts, la maison puisse revenir en définitive à l'acquéreur. Parce que la situation que nous vivons est une situation où la plupart sont des locataires jusqu'à aller en retraite en location. Donc c'est une situation que nous voulons changer. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui pourra avoir ce service, mais nous sommes convaincus que si on peut soustraire un nombre significatif dans cette catégorie, même ceux qui vont rester louer les maisons, les prix vont automatiquement baisser parce que c'est le jeu de l'offre et de la demande. Alors, le programme, comme je l'ai dit, vise à atteindre l'objectif de migrer au moins 40% de la population vers les villes. Parce que dans les villes, l'accès aux services vitaux, aux services de base est aisé. L'accès à l'eau, à l'électricité, à l'Internet, aux services sociaux et économiques. Et c'est ce qui caractérise justement une société en émergence. Quand les enfants doivent marcher 10 km pour atteindre une école primaire, quand les soins de santé sont éloignés des nécessiteux, vous êtes encore loin de l'émergence. Et la seule solution, c'est de limiter la dispersion de l'habitat, mais de tout faire pour rassembler les groupements, parce que dans les groupements, l'accès à ces services, justement, devient facile. Alors, c'est un programme qui va s'étendre dans tout le pays. Donc, il n'y a pas que
Bujumbura, il n'y a pas que Gitega, il n'y a pas que Ngozi, Bururi et les autres, mais le programme va s'étendre sur les chefs-lieux de province, sur les chefs-lieux de communes, même sur les collines de recensement. Donc nous sommes pour parler, en discussion avec nos collègues de l'administration du territoire, pour identifier les sites ou les bandes sur chaque colline de recensement qui peuvent être éligibles à ce programme. Parce que si nous continuons à construire tel que nous le faisions, ça veut dire tout simplement qu'on ne va pas atteindre l'objectif de l'émergence dans le secteur du logement. Donc, chaque nouvelle construction doit ou devra se conformer à cette nouvelle logique. Donc, voilà, en un mot, sinon, les plans types sont déjà confectionnés. Le type de construction qu'on va voir dans les villes, dans les chefs-lieux de province, sur les chefs-lieux de différents centres commerciaux. Ces plans sont déjà là. Ce sont des plans de référence. Donc, je pense que au terme de cette session, je vais demander à nos équipes de vous faire une projection pour que vous ayez l'idée. Donc, voilà en un mot brièvement le contenu de ce document de politique nationale de logement. Je vous remercie.